Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là à nouveau, puisque c'est la deuxième fois que je le fais pour intervenir dans cet événement La Tech pour toutes. Je vais déjà commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Isabelle Rouen. J'ai 45 ans. Je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé sur les métiers de la tech et du digital. Je fais plutôt de la chasse de tête de dirigeants. Et il se trouve que à côté de ça, je publie des livres sur le futur des métiers et le futur du travail. Un premier livre qui s'appelle Les métiers du futur, qui a été publié il y a maintenant 3 ans. Un second livre qui s'appelle Emploi 4.0, qui est sorti l'année dernière, dans lequel d'ailleurs a témoigné Sophie Vigée, qui dirige l'école 42 à Paris, et j'en suis très fière. Et je préside aussi un think tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur, donc qui est une association qui a pour objectif d'impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets d'emploi, d'employabilité et de futur du travail pour toutes et tous. C'est une conférence donc, qui va durer à peu près 45 minutes. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure et pas forcément à la fin, enfin, même si bien sûr je prendrai des questions à la fin. L'idée c'est que ce soit le plus participatif et interactif possible. C'est pas que ce soit un truc descendant, surtout que c'est la dernière de la journée, un vendredi après-midi. Donc voilà, je suis là pour envoyer un peu de bois, mais surtout pour échanger avec vous. Alors pourquoi est-ce que je me suis passionnée pour ce sujet-là ? Eh bien, je me suis passionnée pour ce sujet-là à cause de ce chiffre. C'est une étude qui est sortie en 2017, qui a été faite par l'Institut du Futur, qui est un think tank californien, qui est financé par Dell, et qui dit que dans 85% des cas, quand on est en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030, il n'existe pas encore. Donc ça pose énormément de questions parce que d'une part, comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on se forme à des métiers qui n'existent pas encore, et d'autre part, quand on est pour le coup en cours de carrière, comment est-ce qu'on se reconvertit ou comment est-ce qu'on adresse cet enjeu effectivement d'employabilité sans forcément avoir des métiers cibles extrêmement définis, puisque tout bouge tout le temps. Qu'est-ce qui transforme aujourd'hui le travail ? Eh ben, clairement, c'est l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous faire un long cours là-dessus, c'est pas l'objet. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a eu 4 grosses révolutions technologiques qui ont transformé le travail. Au XVIIIe siècle, c'était la machine à vapeur qui a créé l'industrialisation. Au début du XXe siècle, c'est l'électrification qui a créé le travail à la chaîne. Dans les années 70 à 2000, c'est tout ce qui est micro-informatique qui a créé les emplois, la tertiarisation de l'économie et la mondialisation des compétences. Et donc la 4e révolution, c'est celle de l'IA. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chacune de ces révolutions, elle crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. 2 chiffres pour étayer ça. Le premier, la population active au 19e siècle en France, c'était 17 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 30 millions. Et Eurostat, qui est un institut statistique européen, l'équivalent de l'INSEE, dit que d'ici 2025, l'IA et le digital vont créer 15 millions d'emplois en Europe et en parallèle en détruire 6 millions. Donc on voit bien que la balance, elle est extrêmement positive. Ceci étant dit, qu'est-ce qui concrètement transforme aujourd'hui le travail et les métiers ? Eh ben, c'est l'automatisation. Et pour ça, il y a un chiffre clé à avoir en tête, c'est que la moitié des heures travaillées en France est automatisable aujourd'hui en 2022. Donc ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître, fort heureusement, mais ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une transformation massive. Et cette transformation massive, elle impacte de 2 façons. D'une part, il y a 5% des métiers qui vont disparaître totalement du fait de l'automatisation. Et moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi ? Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche répétitive, c'est souvent une tâche pénible. C'est pas grave s'il n'y a plus de poinçonneur au lilas, c'est pas très grave s'il n'y a plus de liftier. L'important, c'est de protéger les gens. Les emplois, si un métier doit disparaître, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est quand on n'a pas une proposition de reconversion à faire à chaque personne concernée et à lui faire dans son bassin d'emploi. La mobilité en France, pour changer de métier et d'emploi, c'est 30 km en moyenne. Et dans certaines régions, comme le bassin minier, c'est 11 km. Et ça, c'est des chiffres de 2020. Donc avant la hausse des prix du carburant qu'on est en train de vivre. Donc le premier sujet, c'est ça. Le deuxième sujet, c'est que dans 60% des cas, la transformation du métier, elle va être partielle. Qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage ?
comment est-ce qu'on forme? Comment est-ce qu'on se reconvertit? Et c'est là qu'on rentre, je pense, dans le dur du sujet, et j'espère dans ce qui vous a amené, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à être là aujourd'hui. Autre point, juste pour définir ce qu'est l'IA, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Très concrètement, ça c'est un algorithme de machine learning, donc d'ordinateur apprenant. On a montré tout un tas de photos de tout un tas de petits chats à cet ordinateur. C'est une start-up qui s'appelle Pix2Pix qui fait ça, qui a été créée par Google. Et en fait, à partir d'une simple esquisse que vous voyez là sur la gauche, la machine elle est capable de créer de toutes pièces la photo que vous voyez à droite. Ça ressemble vraiment à un chaton. Sauf que la machine qui fait ça, elle ne sait pas qu'un chaton c'est mignon, elle ne sait pas qu'un chaton ça ronronne, elle ne sait pas qu'un chaton peut le caresser. Il n'y a rien qui ne remplace l'expérience humaine. Donc mon propos, c'est aussi dire que le sujet, c'est une complémentarité homme-machine, une complémentarité homme-algorithme. Il y a 3 défis majeurs qu'on a à adresser quand on relève ce sujet de futur des métiers. Premier défi à relever, c'est celui de l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Donc je parle bien d'un savoir-faire. Un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. C'est ce que dit l'OCDE. Donc c'était super, on allait à l'école, on se formait, éventuellement on se reformait à mi-parcours, et les parcours étaient relativement linéaires. Ça, c'est fini. Une compétence technique a aujourd'hui une durée de vie entre 12 et 18 mois, et d'ici 2025, aura une durée de vie d'1 an. Donc c'est un défi absolument colossal qui d'une part oblige à se former en permanence, et encore une fois je pense que c'est pour ça que vous regardez le sujet de 42, et d'autre part il y a une très bonne nouvelle à ça. La bonne nouvelle, c'est de se dire qu'il y a un autre type de compétences qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, et que ces compétences-là, elles par contre, elles se bonifient avec le temps, un peu comme le bon vin. Plus on gagne en expérience, et bien meilleur on va être sur le leadership, l'agilité, la capacité à travailler dans un environnement qui est mouvant, la capacité d'apprendre à apprendre. Donc ces compétences-là, on peut complètement capitaliser dessus. Deuxième défi, c'est l'essor de tout ce qui est service à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Il y a un océan d'opportunités, de tout un tas de rôles, de tout un tas de métiers à cet endroit-là. Alors, ce n'est pas le propos de la conférence, et je vous épargnerai tout un tas d'anecdotes que j'ai là-dessus, mais ça dit aussi que dans les métiers du futur, il y a bien sûr des métiers de codeurs, codeuses, des métiers du numérique, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui sont liés à l'accompagnement humain. Plus on met de la technologie quelque part, plus on a besoin de remettre de l'humain. Et troisième défi qui est plus un paradoxe, et du coup je rebondirai sur la table ronde qui a eu lieu précédemment parce que du coup je vais vous donner le chiffre. Il y a 80 000 postes non pourvus dans l'économie numérique en France chaque année. 80 000. Donc c'est quand même vraiment dommage. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne chaque année. Donc c'est vraiment des endroits où il y a une opportunité absolument colossale d'aller, quand on en a l'envie, la capacité et la bonne formation, prendre des positions parce que les besoins sont absolument énormes. Alors, je passe un petit peu vite. Les métiers du futur, moi, je les ai distingués en 3 types. Premier type, les métiers en évolution. Deuxième type, les univers en révolution. Et on va se parler notamment de la révolution du management. Et troisième type, les métiers d'innovation radicale. Et je les ai incarnés chacun par un héros de Harry Potter, parce que moi je trouve que ces métiers sont un peu magiques. Et donc premier type, métier en évolution. Alors bien sûr, ça va sans dire pour un événement qui s'appelle la tech pour toutes, mais ces métiers, ils s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes, ils s'adressent à toutes les générations. J'ai fait un effort pour féminiser l'écriture et l'iconographie de cette conférence, pas que pour aujourd'hui. Je le fais tout le temps parce que c'est hyper important. Donc ceci étant dit, c'est évident, mais c'est vraiment important de se le dire. Et pourquoi c'est important de se le dire? Parce qu'aujourd'hui, dans la tech, on plafonne à 30% de femmes depuis quand même assez longtemps. C'est un chiffre qui date de 2013 qui sort du Syntec numérique. Sur les métiers de la data science, c'est 25%. Sur les métiers de la cyber, on est à moins de 10%. Donc il y a un énorme besoin, c'est des vraies opportunités et vraiment il faut y aller. Premier métier dont je voulais vous parler, c'est le métier d'avocat ou d'avocate augmentée. Alors c'est quoi? L'idée c'est de se dire qu'un ou une professionnelle du droit, aujourd'hui, il peut automatiser 2 tâches dans sa journée. La première tâche, c'est la rédaction d'actes standardisés et la deuxième tâche, ça va être tout ce qui est recherche documentaire.
Qu'est-ce que ça a comme impact? L'impact, c'est que l'avocat ou l'avocate, il ne peut plus facturer au temps passé. Ça ne marche plus quand vous avez automatisé des choses. Et en fait, là encore, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça pousse les avocats à fonctionner au forfait. On est tous potentiellement justiciables, hein, donc c'est quand même pas mal de savoir que si ça nous arrive, on sait à peu près où on met les pieds. Et au-delà de ça, ça ouvre des marchés supplémentaires. Il faut savoir que dans 85% des cas, une PME ne fait pas appel à un avocat alors qu'elle en aurait besoin parce qu'elle pense que c'est trop cher. Donc en fait, ça ouvre des marchés supplémentaires. Le fait de maîtriser le coût de sa défense, ça permet aux avocats d'aller chercher des clients qui avant n'auraient pas eu les moyens de faire appel à eux. Donc l'automatisation, là, amène quelque chose de positif. Deuxième exemple, c'est le métier de vendeur ou vendeuse en ligne. Pourquoi je vous parle de ce métier-là? En fait, alors moi je l'ai appelé social seller dans le livre. L'idée, c'est de se dire, quand on crée du business, on peut, grâce aux plateformes, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, ça dépend du type de business qu'on fait, engendrer un très grand nombre de conversations, de plus en plus qualifiées. Et plus la conversation est qualifiée, avoir ensuite une relation unique, rencontrer les personnes. Moi, concrètement, c'est comme ça que je fais du recrutement. Je fais du recrutement parce que j'ai un très gros LinkedIn avec 19 000 personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me demander. J'essaie de toujours répondre. Donc voilà. Et en fait, ça me permet, quand je fais un recrutement, d'aller contacter tout un tas de personnes qui correspondent au poste en question. On commence à échanger par messagerie. Quand on voit que la conversation tourne bien et plutôt bien structurée, je décroche mon téléphone. Et puis une fois que j'ai décroché mon téléphone et qu'on s'est parlé, on se voit, on prend un café, on fait un vrai entretien d'embauche. Donc l'idée, c'est pas de dire que tout doit se faire derrière un écran, mais plutôt de se dire que grâce aux plateformes, on peut avoir plus de conversations, plus qualifiées, et au fur et à mesure qu'on descend dans le parcours de conversion, que ce soit pour une vente ou pour un recrutement, on va pouvoir avoir quelque chose de très bien fait. Troisième métier en évolution, c'est le métier d'interprète des data. Ça, c'est le futur du data scientist. L'idée, c'est de se dire, il y a des formations en data science qui sont très bien, et c'est un peu ce que disait Frédéric Bardot là aussi dans la table ronde précédente, hein. L'interprète des data, c'est quelqu'un qui a aussi une expérience en intelligence économique, qui a aussi une expérience dans la compréhension de l'entreprise. Et ça va le rendre ou la rendre meilleur data scientist parce que justement les conclusions qu'il ou elle va tirer sont plus actionnables. Typiquement, ce que fait Simplon forme des hôtes et des hôtesses de caisse d'une grande entreprise de distribution du nord de la France et permet à ces hôtes ou ces hôtesses de caisse qui le souhaitent de devenir data analystes. Donc c'est possible et elles vont être meilleures data analystes parce que justement, elles savent ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il y a des vraies opportunités là-dessus. Microsoft a créé plus de 500 emplois sur ce type de métier. Donc là-dessus, en France, à Paris, hein. Donc il y a vraiment là-dessus des choses à faire. Et dernier exemple sur les métiers en évolution, c'est le métier de journaliste du futur. Est-ce que vous êtes familière de la notion d'enfermement algorithmique? Qui sait ce que c'est? Enfermement algorithmique. Non, il y a une personne, deux personnes qui lèvent la main. 2, 3. Ce geste-là, sur un écran, ça vous parle? Vous le faites? Le scroll. Le scroll. Le scroll, c'est quelque chose qui vous enferme algorithmiquement. Pourquoi? Parce que les plateformes, leur modèle économique est basé sur l'attention et sur le temps passé. Donc les contenus qu'on vous pousse, ils sont liés à votre surf précédent. Et donc, ils vont avoir tendance à vous enfermer dans une opinion préexistante ou à ce que vous avez fait et vu avant. C'est ça, l'enfermement algorithmique. Ce journaliste du futur, c'est un robot. C'est en Corée du Sud. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'informer uniquement par des robots. Je suis même en train de dire le contraire. Mais qu'est-ce qu'on peut automatiser pour le journaliste? C'est ce qui ne nécessite pas, c'est les infos qui ne nécessitent pas un traitement éditorial. La météo, le cours de bourse, les résultats sportifs, les brèves AFP, que sais-je. Et quand on gagne du temps en tant que journaliste là-dessus, on peut se consacrer à son vrai métier. Le vrai métier, c'est quoi? C'est d'enquêter, c'est d'angler un sujet, c'est de vérifier des sources, c'est de lutter contre les fake news. C'est aussi de faire des contenus liquides, c'est-à-dire de faire en sorte que l'info et l'article que je fais, ils soient à la fois sur le web, mais que ce soit peut-être aussi une infographie justement sur les plateformes, que ce soit peut-être aussi un podcast. Je vous renvoie notamment aux travaux que fait Le Monde. Le Monde a la plus grosse rédaction de France avec 500 journalistes. Ils ont un contenu que je trouve magique qui s'appelle L'heure du monde, qui c'est un podcast qui sort tous les matins, où vous allez avoir un journaliste du Monde qui vient vous parler du sujet et de l'enquête qu'il a fait en 20 minutes pour vous donner envie d'en savoir plus et vous aider à creuser un sujet. Donc le journaliste du futur, c'est de se dire, voilà, on peut automatiser certaines choses dans le travail de journaliste pour que justement ce qui est vraiment la clé, à savoir
l'indépendance d'esprit et l'éditorialisation dans le bon sens du terme permettent d'avoir une information vraie et juste. Deuxième type de métier, ce sont les univers en révolution. Alors là, je les ai incarnés par Hermione. Pourquoi? Parce que Hermione, tout au long du livre, enfin des 7 livres et des 8 films, c'est probablement celle qui anticipe le plus, celle qui manage le plus les autres, celle qui organise le travail de l'équipe. Et je trouvais que du coup que c'était intéressant qu'elle porte ça. Premier métier, c'est le métier de stratège de l'automatisation. On automatise aujourd'hui énormément de choses, énormément de processus dans l'entreprise. Et on a une marge sur l'automatisation de croissance qui est incroyable. En France, il y a 19 robots pour 1000 salariés. En Italie, il y en a 21. En Allemagne, il y en a 34. En Corée du Sud, il y en a 77. Donc on peut y aller. On a encore pas mal de choses à faire. Après, il faut automatiser à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'automatiser, il y a des choses, c'est des savoir-faire qu'il faut essayer de garder au sein de l'entreprise et de ne pas déléguer aux machines. Exemple que je voulais vous donner sur ces sujets de gouvernance de l'automatisation, c'est un exemple que j'ai été chercher à Montréal, au CHUM. Le CHUM, c'est le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Et le patron de ce centre hospitalier, qui est un médecin, c'est le professeur Fabrice Brunet, il se trouve d'ailleurs que c'est un Français, il a automatisé une tâche, et une seule. Il a automatisé le fait de pousser des chariots dans son hôpital. Chariots avec les repas, chariots avec les médicaments, etc. Il a dit, ça c'est pénible, je crée une autoroute des robots sur 26 étages et je me débarrasse dans mon organisation de cette tâche. Pour autant, il ne supprime pas les magasiniers. Il demande à 5% des magasiniers ou des magasinières de faire du contrôle qualité des robots, donc de remettre dans le droit chemin un robot qui bug ou qui s'égare. Et pour 95% d'entre eux, il leur demande de devenir logisticien. Et donc de répartir dans les étages les articles qui étaient amenés qui sont amenés par les robots. Tâches qui, avant, étaient effectuées par les soignants. Ce qui est intéressant, c'est l'indicateur de succès qu'il regarde. Il ne regarde pas les économies. Ce n'est pas son sujet, c'est un médecin. Il a regardé le taux de guérison des malades et la vitesse de sortie. Et le fait d'avoir automatisé quelque chose de pénible pour rendre du temps disponible au service des malades par les soignants, eh ben ça lui a permis d'améliorer ces deux indicateurs-là. Pardon, je parle trop vite. Donc c'est ça en fait la stratégie de l'automatisation. Qu'est-ce que j'automatise et surtout pourquoi est-ce que je l'automatise? Deuxième exemple, c'est l'exemple d'animateur ou d'animatrice de marketplace. Donc place de marché, Amazon, mais aussi la Redoute, Darty Fnac, enfin des endroits où on peut acheter en ligne des articles divers et variés. Ce métier-là, c'est un métier qui est à la frontière du ou de la chef de rayon et du hack. L'idée, c'est de se dire, voilà, je suis capable d'aller vendre un stock particulier de produits en n'étant pas forcément dépendant d'un distributeur. Donc ça ouvre beaucoup d'opportunités pour les gens qui veulent faire du commerce. Il y a plus de 36 000 emplois qui se sont créés en 2021 dans le e-commerce. Et ça me permet aussi de profiter des opportunités qu'offrent les différentes plateformes pour aller chercher tout un tas de clients partout dans le monde et écouler mes stocks de manière efficace. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à aller jouer, et encore une fois, pas que sur Amazon. Autre métier, c'est le métier du ou de la Scrum Master. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis une photo de rugby? J'ai mis une photo de rugby parce que Scrum Master, ça vient du Scrum Half, le demi de mêlée. Et le demi de mêlée au rugby, c'est le joueur qui passe le ballon entre l'avant et l'arrière du terrain. C'est un joueur qui court vite, c'est un joueur qui est très agile, c'est souvent un joueur qui est petit. On dit parfois aussi qu'il est vicieux, je ne sais pas, je ne joue pas assez au rugby. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait la charnière. Et la méthode Scrum, en fait, c'est une méthode qui est assez ancienne, hein, c'est une méthode de 1993, mais je vous expliquerai en quoi c'est un sujet du futur. C'est une méthode agile qui permet de faire aboutir des projets très rapidement. Cette méthode-là, elle était essentiellement utilisée dans les années 90 pour des projets informatiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle est utilisée en conduite du changement, notamment dans les banques et dans les assurances, pour tout type de sujet. La gestion de la relation client, le marketing, la transformation juridique. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, un ou une Scrum Master, c'est quelqu'un qui va faire en sorte qu'un projet aboutisse rapidement. Donc, ce n'est pas un manager, c'est pas Napoléon, il n'y a pas les galons. Mais cette personne-là, elle va faire en sorte que l'équipe qui porte ce projet, elle soit
bien piloté, que les budgets soient gérés, que les cérémonies qui gèrent le temps, qui s'appellent notamment les sprints, soient organisées de façon à ce que toutes les difficultés soient aplanies autour de l'entreprise, autour de l'équipe, pardon, pour que la seule finalité ce soit de délivrer un projet vite et bien. Et là-dessus, il y a effectivement des leviers d'optimisation qui sont très, très forts et très intéressants. Autre métier du futur, c'est celui de neuromanager ou neuromanageuse. Donc là, l'idée, c'est de se parler en fait de tout ce qui évolue dans le cerveau humain et dans la compréhension du cerveau humain, et notamment de tout ce qui est gestion des émotions. Parce que justement, on n'est pas des machines, on est des êtres de chair, de sang, mais surtout d'émotions. Et quand on fait de la conduite du changement en entreprise, la première émotion à laquelle on s'adresse pour réussir, c'est la peur. Les gens, ils ont peur du changement et c'est normal, c'est pas grave. Le sujet, c'est que quand on veut faire une transformation à l'échelle, souvent, on va avoir 10 à 20% des gens qui ont très, 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 très envie d'y aller, qui poussent, c'est les early adopters. On va avoir 10 à 20% des gens qui n'ont pas du tout envie d'y aller. C'est ceux qui bloquent un peu. Et il y a les autres, entre 60 et 80%, qui ne savent pas, d'un côté, de l'autre, qui se balancent. Et en fait, c'est ceux-là qu'il faut convaincre et c'est ceux-là qu'il faut essayer de rassurer. Et tout ce qu'on apprend justement sur la gestion des émotions en chimie du cerveau, en biochimie du cerveau pour devenir un manager neuro-amical avec son collaborateur, donc pas l'ami de son collaborateur ou de sa collaboratrice, mais comprendre comment les gens fonctionnent en face de vous, c'est un très bon moyen pour conduire du changement efficacement. Il y a eu pas mal de bouquins écrits là-dessus, je vous renvoie notamment si ça vous intéresse pour creuser aux écrits d'une femme formidable qui est anthropologue, qui s'appelle Emmanuelle Joseph Dailly, qui a écrit 24 heures dans la vie de votre cerveau au travail et qui a vraiment documenté ça de manière très très pointue. Tu as raison. Autre métier, c'est celui de facilitatrice ou facilitateur de tiers-lieux. Alors des tiers-lieux, il y en a 2200 en France. Un tiers-lieu, c'est un lieu qui est ni mon bureau, ni ma maison. C'est un lieu dans lequel je vais faire le choix d'exercer mon activité professionnelle, en général où vont se rencontrer des startups, des Fab Labs et des gens qui sont en travail pour l'entreprise, mais pas forcément dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'est une photo qui a été prise à Aubenas, dans une ancienne maison de retraite qui a été reconvertie en tiers-lieu. Un autre exemple que je cite souvent, c'est celui de la station Saint-Omer, qui est une gare à Saint-Omer, comme son nom l'indique, donc dans le territoire minier. Et la gare était en train de fermer. La collectivité de communes a racheté la gare, a fait en sorte que les trains continuent d'y circuler. Et il y a mis au-dessus des plateaux où ils font se rencontrer des startups, des entrepreneurs qui viennent rejoindre la région et des gens qui bossent dans la métropole lilloise et qui, pour éviter de se faire les trajets tous les jours, vont travailler là 2 jours par semaine. Sauf qu'un tiers-lieu, ça marche si ça a une âme. S'il y a des gens qui vous connectent les uns aux autres. Et cette âme, c'est ce facilitateur ou la facilitatrice. Il y a des diplômes pour ça, il y a un répertoire des compétences. Je citerai aussi ce que fait Roxane Varza au sein de Station F. Mais voilà, c'est de se dire, il y a des lieux qui se rencontrent, mais si on veut que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide ça. Autre métier, c'est le métier, alors moi j'ai appelé ça le reverse mentoring, on peut appeler ça aussi mentorat doublement inversé. L'idée, c'est de se parler de la solidarité entre les générations. Alors j'entendais tout à l'heure dans la table ronde où quelqu'un disait vous êtes un senior à 45 ans pour Pôle emploi. Moi on m'a expliqué que qu'un senior chez Facebook c'était quelqu'un de plus de 30 ans. J'avais un peu des palpitations cardiaques, j'en ai 45, bientôt 46. Il y a un vrai sujet sur l'âge dans les métiers de la tech qui est un problème. L'âge médian en France dans la population active c'est 41 ans. On va probablement travailler un jour jusqu'à 65 ans. En tout cas, c'est les réformes qui sont sur le tapis dans le débat de la présidentielle. L'âge médian dans les entreprises tech, c'est 31 ans. Si on a 10 ans de décalage dans le secteur qui recrute le plus en France, si on manque de femmes et si on manque de profils expérimentés, on va passer à côté de la transformation et on va mettre en risque l'ensemble de notre tissu social. Donc il y a une vraie nécessité là-dessus. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est de recréer du compagnonnage entre les générations. Ça se fait très bien dans les cabinets de conseil. Quand vous êtes un jeune consultant ou une jeune consultante, on vous met sous la coupe d'un associé ou d'un partenaire ou une partenaire qui va vous pousser et les exploits du jeune vont rejaillir sur celui qui est plus expérimenté. Ça marche dans les deux sens. Et l'idée, c'est pas un job en tant que tel, c'est plutôt une pratique. Mais de se dire qu'effectivement, plus on va avoir ce compagnonnage générationnel et plus on va être malin. Puis l'idée, c'est pas de dire que la personne très expérimentée, elle est a priori moins bonne en digital et que le ou la jeune va être meilleure en digital. C'est pas forcément vrai. L'idée, c'est vraiment qu'il y a un
transfert de culture, sur les valeurs de l'entreprise, sur le savoir-être quand on est plus expérimenté dans une organisation ou quand on a un peu plus de bouteilles dans la vie active, que ça soit bénéfique aux deux. Autre métier auquel moi je suis très attachée, c'est le métier de responsable de l'inclusion numérique. Il y a 13 millions de déconnectés en France. 7 millions de personnes qui sont dans les zones blanches ou qui ne sont pas équipées pour des questions de moyens. Et 6 millions de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Pas à l'aise, ça veut dire que je ne sais pas attacher ou détacher une pièce jointe. C'est un vrai sujet parce que ces gens-là, c'est probablement ceux qui, justement, sont le plus menacés par l'automatisation de leur emploi. Et s'ils ne sont pas connectés, ils vont avoir du mal à faire valoir leurs droits auprès de Pôle emploi, ils vont avoir du mal à se reformer, ils vont avoir du mal à retrouver un rôle. Donc il faut absolument embarquer le plus de monde possible. Il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là sur l'inclusion numérique, et par des structures associatives comme Emmaüs Connect, et par La Poste. La Poste a formé 200 factrices et facteurs à devenir justement en charge de l'inclusion numérique et à former des gens qui sont un peu déconnectés. Je vous engage vraiment à garder ça en tête toute votre vie, parce qu'en fait, la personne que vous allez croiser en entreprise, peut-être que vous ne vous rendez pas compte qu'elle peut être déconnectée ou pas à l'aise avec la technologie. Moi, je vais vous raconter une anecdote dont j'ai un peu honte. J'ai un jour animé une table ronde avec le DRH de Disneyland Paris, un monsieur super, et il m'explique qu'il a 16 000 collaboratrices et collaborateurs, qu'il les forme tous chaque année, dont 8 000 saisonniers, et je lui dis c'est génial, vous les formez tous en ligne, ça doit être super. Il me dit Isabelle, j'ai 10% d'illettrés. J'ai 10% d'illettrés. Donc, c'est ça la réalité de la société française. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est qualifié, quand on est apte à aller faire 450 heures dans la piscine. Moi, j'avais oublié ça. Pourtant, j'ai une grand-mère qui était illettrée. Hein. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc, il faut avoir en tête qu'on n'est pas tous à l'aise avec tous les outils et que ces sujets d'inclusion numérique, c'est à la fois une opportunité pour créer des rôles, mais c'est aussi une nécessité sociétale d'implication des entreprises. Alors, dernier type, c'est les métiers d'innovation radicale. Bien sûr, je les ai incarnés par Harry. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est le métier d'éducatrice ou d'éducateur de robots. Alors moi, c'est un peu mon métier chouchou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'objets connectés, on a affaire à beaucoup d'algorithmes, on confie notre guidage à tout un tas d'applis GPS. Maintenant, qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Est-ce qu'un robot a le droit de nous enregistrer ? Est-ce qu'on est OK pour qu'il y ait des sentiments qui peuvent se créer entre une personne et entre un robot ? Typiquement, il y a un concepteur japonais qui a voulu épouser son robot. Donc il y a le film Her, mais ça se passe aussi en vrai. Donc ce avec quoi on est OK, ce avec quoi on n'est pas OK. Et pour illustrer ce métier, j'ai pris un exemple dans l'univers du journalisme, là encore, avec un garçon super qui s'appelle Benoît Raphaël, qui a une start-up qui s'appelle Flint.media, F-L-I-N-T. Et Benoît, c'est un journaliste. Et à un moment, Benoît, il n'y a pas d'autre mot, il était fauché. Il n'avait pas les moyens de se payer un pigiste. Il n'y a pas l'argent pour ça. Et il a refusé justement ce sujet d'enfermement algorithmique. Il a refusé de s'informer que par des plateformes. Donc il a dit, je crée une école des robots. Donc je crée un logiciel, je crée une solution qui en fait prend la forme de newsletter à laquelle on s'abonne sur le sujet que vous voulez, hein, la RSE, le média, peu importe, avec la fréquence qui vous convient. Et la newsletter, elle vous est poussée dans votre boîte mail avec 5 infos, avec une part de hasard et de sérendipité dans ces infos-là qui sortent. Et c'est vous qui éduquez votre newsletter. C'est-à-dire que pour chacune des infos, vous lisez l'article et vous faites soit une caresse à l'algorithme, soit une petite tape, bouton rouge ou bouton vert. Ça s'appelle l'éducation par renforcement. Ça marche très bien en algorithmie. Ça ne marche pas du tout avec les enfants, il ne faut pas le faire. Mais en algorithmie, c'est super. Et du coup, ça permet en fait d'avoir quelque chose qui est à votre sauce, qui est à votre main et qui vous laisse une part de découverte. Et ça, c'est clé. Autre métier, c'est celui d'éthicien ou d'éthicienne de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et pour ça, je voulais vous raconter une mésaventure qui est arrivée à Microsoft en 2016 avec un robot conversationnel sur Twitter, donc un robot complètement automatisé, hein, pas de modératrice, pas de modérateur. Il est resté en ligne 12 heures, ce robot, il s'appelait Tai.ai. Son premier tweet, c'était « Les humains sont formidables ». 12 heures plus tard, Hitler avait raison, je hais les juifs. Ça les a pas fait marrer du tout. Hein. Et il y a de quoi, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose très simple. En fait, un robot conversationnel, il est éduqué sur un corpus de conversation et puis il a un paramètre dedans qui s'appelle « Repeat after me »
qui là, en l'occurrence, était probablement un tout petit peu trop pondéré. Et quand vous êtes sur un réseau comme Twitter, qui est un réseau relativement haineux, avec une fachosphère qui est importante, et ben très vite, le robot, il peut tourner en bourrique. Il n'y a pas de morale dans les algorithmes, il n'y a pas de discernement, c'est ce qu'on décide d'y mettre. C'est hyper important, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que Microsoft en a fait. Au-delà de s'excuser de débrancher, ils en ont surtout fait un retour d'expérience et ils en ont édicté 6 principes de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui guident tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils mettent en ligne de façon à pouvoir être le plus ouvert possible et à éviter ce genre de dérive. Autre exemple, c'est quelque chose qui s'est fait avec un cabinet américain d'avocats qui a mis en place un algorithme de justice prédictive. Et il y a un peu 2 écoles hein, dans l'IA. Hein. Il y a le deep learning. Je mets un maximum de données pour que ça marche le mieux possible, mais je ne m'intéresse pas trop à ce que je mets comme données du moment que ça marche, c'est super. C'est pas grave si on ne peut pas expliquer. Et il y a une autre école qui dit tant pis si mon algorithme il est moins précis, moins fiable, moins explicatif, je vais être sûr de pourquoi je mets une donnée et de ce à quoi elle sert. Et en fait, en l'occurrence, au départ, les avocats, ils étaient partis sur je mets toutes les données dispo, et tant que ça explique bien la décision du juge, je suis ravi. Puis à un moment, ils ont soulevé le capot de l'algorithme et ils ont trouvé 2 données un peu bizarres qui expliquaient bien la décision du juge, mais qui étaient pourtant un peu border. Alors je vais vous faire réagir, je vais vous laisser deviner ou me proposer ce que peuvent être ces 2 données. Allez-y. Non, il n'est pas raciste. What else? Sexiste? Non plus. Les critères socio-éco? Non, c'est pas l'origine sociale et culturelle, c'est pas le niveau de revenu. C'est beaucoup plus perché que ça. Une dernière tentative? Non plus. L'heure du verdict et les résultats sportifs. Un juge ou une juge a tendance à être plus clément après déjeuner qu'avant déjeuner. Un juge ou une juge a tendance à être plus clément si l'équipe qu'il soutient a gagné. C'est un biais inconscient. Il y a une class action de la communauté hispanique aux États-Unis qui a démontré que dans 17% des cas, leur dossier avait plus de chances d'être mieux jugé après déj qu'avant déj. Donc c'est un vrai sujet. Et le sujet, c'est de ne pas déployer à l'échelle des biais. Donc c'est vraiment là que ça se joue. Autre métier, c'est celui de consultante ou consultant en cybersécurité. Oui, il y a une question ? En tout cas, eux, ils ont changé leur algorithme et effectivement, il y a eu des formations qui ont été faites aux juges justement sur la prise en compte de ces biais-là. Et en fait, on peut tous se former. Moi, typiquement, dans le recrutement, je m'impose de faire un test sur mes propres biais une fois tous les 15 jours. Je fais un test qui s'appelle Implicit, IMPLICT, qui est un test qui est proposé par Harvard, ce qui peut vous permettre de vous tester sur ce que vous voulez. Hein. Le biais de genre, le biais d'âge, la morphologie, la couleur de la peau, la consonance du nom. Et je le fais une fois tous les 15 jours sur un biais différent. Pourquoi ? Parce que moi, je fais du recrutement. Il y a en général 4 ou 5 entretiens après ce que moi je vois. Si moi, je commence à être biaisée dans les gens que je commence à sélectionner, qu'est-ce qui va se passer à la fin du process ? Donc, c'est cette logique-là. Oui, allez-y. Je vous en prie, c'est fait pour. J'en suis pas certaine. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions d'IA qui aident à prendre conscience de ses propres biais. Par contre, je sais qu'il y a des solutions d'IA, notamment de gamification, qui permettent de lutter contre les biais de recrutement. Je voulais vous citer par exemple l'exemple de GoShaba, qui a été créé par une femme formidable qui s'appelle Camille Morvan. Elle est partie du principe qu'un CV s'est biaisé à 80%. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand il y a des gros volumes de CV à trier, les entreprises qui utilisent GoShaba, en fait, pendant le process de recrutement, pendant en fait, le fait d'uploader son CV, etc., vous font jouer en ligne, vous font faire des simulations, et en fait, ça permet d'adresser réellement l'acquisition ou non d'une compétence. Et ce qui est intéressant, c'est que la pondération des critères qui est utilisée, elle est différente d'un job à l'autre, elle est différente d'une entreprise à l'autre, de façon à ne pas avoir le même type de profils qui sortent à la fin. Parce que c'est vrai que quand il y a l'algorithmie de TristTV, on peut se retrouver, si on a un CV qui ne passe pas ou un profil atypique, systématiquement éjecté.
Moi, typiquement, je refuse dans le cabinet d'utiliser des algorithmes de tri de CV et je refuse d'utiliser des algorithmes d'extraction de compétences. Je fais l'assessment de compétences à la mano une fois que j'ai eu le candidat en vrai en entretien. Alors, ça marche parce que je fais 15 recrutements par an. J'en ferai 5000, ça ne marcherait pas. Donc, c'est là où il y a un sujet. Vous aviez une remarque, madame? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est garder de l'humain dedans. Les banques ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que dans 45% des cas pour le service après-vente, on pouvait avoir des choses très bien faites par un chatbot ou par une rubrique de questions fréquentes, mais que dans 55% des cas, il fallait absolument avoir une opératrice ou un opérateur qui traite la demande atypique. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour que ce soit efficace, ils ont formé l'opératrice et l'opérateur à faire de la vente additionnelle et tout le monde y gagne. C'est-à-dire que la personne qui a un problème, si c'est un problème standard, il est vite résolu. Si c'est un problème complexe, il y a une vraie personne qui va s'en occuper. L'opérateur ou l'opératrice, il gère plus des problèmes de bas étage et il peut faire de la vente additionnelle, donc c'est intéressant. Et l'entreprise, elle y gagne parce que s'il y a de la vente additionnelle, il y a plus de marge. Monsieur, vous aviez une remarque? Moi, normalement, pour faire l'opération, j'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle n'existe pas. La thèse de Luc Julia, il a un peu raison. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est ce que la citation de Woody Allen, c'est que l'intelligence artificielle est le contraire de la bêtise naturelle. Donc c'est ça, c'est à nous de remettre effectivement de la vraie intelligence là-dessus. Alors il me reste 5 minutes, donc je vais passer rapidement sur les 2-3 métiers qui restent. Consultant ou consultante en cybersécurité, alors ça c'est un job d'avenir. L'ANSSI a sorti ses chiffres la semaine dernière, il y a 37% de cyberattaques en plus entre 2021 et 2020. Donc, une entreprise qui subit une cyberattaque va mettre parfois entre 6 et 9 mois à s'en rendre compte et dans un tiers des cas, elle ne s'en relève pas. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus. Le consultant ou la consultante en cybersécurité, c'est quelqu'un qui prévoit l'imprévisible, qui aide à s'y préparer. Moi, je compare souvent ça avec l'image du corsaire versus le pirate. En temps de guerre, le corsaire est mandaté par le roi pour arraisonner les bateaux ennemis. Le pirate, il fait ce qu'il veut. Là, c'est ça. C'est souvent un hacker ou une hackeuse repentie et du coup qui permet à l'entreprise de se former et de mettre en place les bons process pour être le moins vulnérable possible. Je vais passer ces métiers-là pour aller un peu vite et garder du temps pour les questions. Je vais quand même vous parler des 2 métiers qui restent, anticipateur ou anticipatrice de scénario de crise. Ça, c'est un métier que j'ai été chercher dans l'armée pour prévoir les conflits du futur. Ils ne mettent pas des grands généraux ou des grands amiraux à réfléchir dans un bocal ou dans une pièce. L'armée a fait un marché public et fait réfléchir des écrivains de science-fiction et des scénaristes. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus, justement sur ces conflits du futur. Et ça permet en fait de se rendre compte, de se projeter beaucoup plus loin et d'être derrière beaucoup plus résilient. Et je crois que ce qu'on a vécu aujourd'hui avec le Covid et ce qu'on vit malheureusement aujourd'hui avec la guerre aux portes de l'Europe, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Et du coup, on peut le mettre en place aussi en entreprise. Alors, ce n'est pas forcément un métier en tant que tel à plein temps, mais c'est de se dire, quand je fais le plan stratégique de mon entreprise ou mon projet, est-ce que j'ai dans l'équipe quelqu'un qui peut jouer le rôle du contradicteur ou de la contradictrice agile et te dire et si, sans aucune barrière, de façon à se préparer à être le plus résilient possible. Et dernier métier, c'est le métier d'ambassadeur ou d'ambassadrice de la souveraineté numérique. À réfléchir au niveau européen, il y a des vrais enjeux aujourd'hui dans tout ce qui est cloud souverain, dans tout ce qui est plateforme, et on gagnerait à avoir un peu plus de lobbyistes dans les entreprises qui défendent les sujets de souveraineté numérique à un niveau européen. La Chine a beaucoup avancé, les États-Unis ont beaucoup avancé, on n'est pas complètement en avance là-dessus, et il y a des places à prendre là-dessus. Je vais conclure sur les 3 facteurs clés de succès qui permettent de réussir dans ces métiers du futur, et après je prendrai toutes les questions. Premier sujet, c'est l'agilité. On va avoir entre 6 et 9 métiers dans notre vie. 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. 9, c'est le World Economic Forum. Je ne sais pas où est la vérité, sûrement entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut cultiver son agilité pour être employable toute sa vie. La première agilité, c'est celle du réseau. Et le vrai réseau, les vrais gens, le fait de venir ici un vendredi après-midi, d'échanger votre contact avec les personnes que vous allez croiser. C'est ça qui fait que vous serez demain encore plus employable.
Deuxième facteur clé de succès, pardon, j'ai pas passé mon slide, c'est la diversité. Et tous les types de diversité, celle de genre, dont on est en train de se parler aujourd'hui, mais aussi celle des générations, celle de l'orientation sexuelle, celle du handicap et celle de l'origine sociale et culturelle. Et ce n'est pas uniquement un sujet d'éthique, c'est un sujet de performance d'entreprise. Il y a une étude de McKinsey qui a été faite là-dessus auprès de 1000 entreprises dans 12 pays. Ces 1000 entreprises dans 12 pays, ils ont regardé la performance en fonction de la diversité. Parité, 5% de surperformance. Les 5 types de diversité représentés dans la gouvernance, 15% de surperformance. Et inversement, le dernier quartile, donc les 25% d'entreprises les moins diverses, 27% de sous-performance. Donc ce n'est pas juste pour faire joli. Plus on est différent, plus on va être malin pour adresser les sujets. Et ça doit aussi vous interpeller quand vous passerez des entretiens d'embauche. Si vous voyez quelque chose comme ça, fuyez. Ils ne sont pas dignes de vous. Ils ne sont pas dignes de vous. Et c'est vraiment super, super important. Il y a plein d'opportunités, encore une fois. On manque de codeuses et de codeurs, on manque de data scientists. Des opportunités, vous en aurez plein d'autres. Et dernier facteur clé de succès, c'est la curiosité. C'est la capacité d'apprendre à apprendre. Je pense que c'est pour ça qu'on se parle cet après-midi. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais des conférences, parce que j'ai envie de transmettre et que c'est comme ça que j'apprends, parce que j'apprends grâce à vos questions. Et voilà, donc ça, c'est vraiment cette curiosité-là qui vous rendra employable toute votre vie. L'agence Smith a dit « N'envoyez jamais un humain faire le travail des machines ». Il a raison. Mais l'inverse est vrai aussi. N'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain. Les deux sont complémentaires. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour prendre toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Tu as été très sage. Questions, remarques, atermoiements madame. Alors, c'est pas moi qui peux vous le dire. Est-ce que l'équipe de 42 peut répondre? Est-ce qu'il y a un replay de cette affaire? Donc oui, ce sera publié. Super, je suis ravie. Monsieur, je suis un peu du même avis avec vous. Je pense qu'effectivement, un très bon statisticien ou une très bonne statisticienne sera probablement meilleur qu'un informaticien ou un codeur pour devenir un bon data scientist. Et encore une fois, c'est surtout quelqu'un qui doit avoir une intelligence économique et une compréhension stratégique de ce pourquoi il triture de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut aussi conclure des truismes absolus avec de la data science si on n'a pas un peu de jugeote et de bon sens pour se dire est-ce que ma conclusion elle est actionnable ou pas, même si les chiffres disent ça, mais derrière qu'est-ce que j'en fais? Et du coup effectivement c'est intéressant d'avoir des gens qui ont un vécu en entreprise qui du coup seront probablement plus performants là-dedans. Il est stratégique le côté fonctionnel, je vous rejoins tout à fait. Pardon? Vous vous sentez moins seul? Moi je me sens pas seule du tout. Bon, je vais rendre l'antenne, c'est ça? Non, je veux dire, j'ai un autre micro si vous voulez. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Par rapport au métier du futur, on apprend de plus en plus en ligne. Est-ce qu'il y a des choses qui se pointent au niveau du e-learning, enfin, amélioration du e-learning, amélioration des pédagogies, etc. Oui, alors, pour le prof du futur, c'est une très bonne question. En fait, je pense que le métier va se diviser en 3 métiers différents. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, où on apprend en ligne et où, du coup, le métier de pédagogue devient un métier non plus d'acteur de théâtre, comme je suis en train de faire là, mais d'acteur de cinéma avec un sujet effectivement de différé. Mais le fait d'enseigner n'est pas la seule valeur ajoutée du prof du futur. D'une part, il y a le fait de créer un parcours pédagogique, de créer un syllabus, d'éditorialiser le contenu. Et d'autre part, il y a toute la partie coaching, c'est-à-dire la relation interpersonnelle entre un mentor et un ou une mentorée. Et ça, pour le coup, pour moi, ça doit se faire de plus en plus en face à face. Après, sur tout ce qui est apprentissage en ligne, je pense que c'est très intéressant quand vous êtes déjà en poste, en milieu de carrière, vous avez des contraintes familiales, un boulot, c'est super, mais que sur la formation initiale, c'est quand même bien d'apprendre de pair à pair, d'apprendre en voyant des gens, d'apprendre en étant dans une école comme 42 ou une autre. C'est-à-dire que on est quand même des êtres humains de chair et de sang, et je crois qu'on a quand même traversé 2 années avec moins de contacts, et vous, je sais pas, mais moi, j'ai trouvé que c'était rude quand même. Madame. Télétravail.
Et quand on est dans un travail en intérim, comme un stage commando en fait, Ouais. où il faut faire du DIY et puis demander à un informaticien quand il y a un bug, demander un mot de passe, demander un code d'accès, parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, ça c'est compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je rends l'antenne? Madame. Vous avez dit qu'il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus, mais moi je suis en auto-formation actuellement en tant que codeuse et j'ai intégré beaucoup de Discord. Ouais. Et tout le monde me dit, mais en fait c'est super dur de trouver son premier emploi. Alors, je vous vois tous opiner du chef. Je pense, je vais pas aller contre ça. Si vous le dites, c'est que c'est vrai et c'est que c'est votre vécu. Après, moi, je veux juste essayer de rassurer en disant que des opportunités, il y en a, et que plus le marché est en tension, plus il y a un moment où il suffit d'une fois, il suffit d'un job et il suffit d'une rencontre pour que ça marche. Je pense qu'effectivement, c'est super dur pour pas mal de raisons. La première, déjà, c'est qu'on sort quand même de 2 ans de pandémie et que du coup, effectivement, ça n'a pas arrangé les choses pour la prise de contact et la recherche d'emploi. Et je pense qu'effectivement, c'est super dur sur le premier emploi parce que quand vous avez le choix entre un profil plus expérimenté, surtout s'il va y avoir beaucoup de travail à distance, et un profil un peu plus débutant, ça vous rassure de prendre un profil expérimenté. Néanmoins, comme le marché est en tension, il y a bien un moment où l'occasion va faire le larron, puis il y a un moment où tout ceci va se résorber. Moi, je suis une incorrigible optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein, même quand il y a des galères, vous allez y arriver. J'y crois. J'espère bien. Bon. Merci à toutes et tous. Pardon. Oui, je suis Isabelle Rouhan, R-O-U-H-A-N. Voilà, je suis dispo sur LinkedIn. J'écris des bouquins, un bouquin qui s'appelle Les métiers du futur, un autre bouquin qui s'appelle Emploi 4.0, disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite plein de succès, un très bon Tech pour toutes, un très bon week-end. Merci infiniment. Au revoir.